Bonjour Delphine, merci d'avoir accepté cette interview avec nous. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter s'il te plaît, et puis nous parler de Gili Eco Trust, de son histoire, de ses actions? Bonjour à toi aussi, je m'appelle Delphine Rome, je viens de France, j'ai grandi en région parisienne et après mes études je suis partie voyager pendant presque 2 ans et j'ai terminé mon voyage en Indonésie sur l'île de Gili Trawangan qu'on m'avait recommandé pour la plongée et les chevaux. Après quelques mois à travailler en tant qu'instructeur de plongée, j'ai rejoint le Gili Eco Trust qui existait déjà, qui a été créé en 2001 pour défendre les eaux autour d'ici et les récifs de la pêche destructive. Et l'Eco Trust était déjà là quand j'arrive et la mission c'était surtout une patrouille. Et ensuite, quand j'ai rejoint le Gili Eco Trust, on a fait beaucoup plus de projets et on a commencé la restauration des récifs coralliens avec la technologie BioRock. Et ensuite, on a étendu les projets et surtout commencé à faire beaucoup plus de choses sur Terre. On a commencé par les chevaux et les chats, l'éducation, et ensuite on est passé avec Waste Management, ce qui est gestion des déchets. Et ça, on est toujours dans tous ces projets en fait. Et il y en a qui sont plus frustrants que d'autres. Donc, si j'ai bien compris, vous travaillez surtout sur la restauration des coraux avec la technologie BioRock. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche? La technologie BioRock, elle marche avec de l'électricité. Et donc, on fait une électrolyse dans l'eau de mer. On va fabriquer une structure en acier, toute simple en fait. Et ça va être la cathode. Et à côté de la cathode, il y aura une anode qui est faite de titanium. Et ensuite, les deux câbles qui partent jusqu'à la source d'électricité, d'énergie. Donc, on en a qui sont avec des transformateurs. Et il y en a d'autres qui sont sur panneaux solaires. Et là, le dernier qu'on a installé, c'est avec une turbine qui tourne grâce au courant et qui génère de l'électricité comme ça. Les réactions chimiques vont se passer dans l'eau de mer. Et le résultat, c'est que la structure en acier ne va jamais rouiller, mais va faire pousser du bicarbonate de calcium. Le bicarbonate de calcium, c'est aussi l'exosquelette des coraux durs, les coraux durs étant ceux qui forment un récif en fait. C'est eux qui vont construire le récif. Tout ce qui est coraux mous, hydraires, éponges ou quoi que ce soit vont venir se fixer autour des coraux durs en fait. Les coraux durs, c'est eux qui font la barrière. Et donc les coraux durs que l'on attache sur le BioRock ou 10 mètres autour vont bénéficier de l'électrolyse. Donc les coraux qu'on attache dessus, tout dépend de l'espèce, vont pousser 2 à 8 fois plus vite. Et aussi vont avoir un pourcentage de survie meilleur que ceux qui sont dans la nature en fait. Donc le premier investissement est assez cher. Comme c'est une électrolyse, tu peux mettre une deuxième structure en acier, la connecter à l'ancienne. Du coup, la réaction électrolytique va déménager sur l'acier qui est à nu en fait. Mais quand même, l'ancienne va rester dans le champ électrique. Tu peux étendre ton récif, en fait. Même expansion de tout. Donc, en fait, on recrée la barrière comme ça. Et on crée beaucoup plus de nursery pour les poissons, pour les coraux. Et protéger la côte de l'érosion parce qu'on recrée la barrière. Enfin, donc, tous les bénéfices d'avoir un récif en bonne santé, pas très loin de la plage. Et l'électricité, d'où est-ce qu'elle vient? Vous alimentez surtout la technologie avec des panneaux solaires, c'est ça? Non, la plupart, ils sont toujours avec le main grid, donc l'électricité qu'il y a en Indonésie, mais ça nous a toujours dérangé parce qu'en Indonésie, ça vient du pétrole. Le pétrole, c'est que des générateurs à pétrole un petit peu partout en Indonésie pour alimenter l'électricité sur toutes ces îles. Et on en a plusieurs qui ont été sur panneaux solaires et en fait, c'est une maintenance énorme. Et on a eu des vols, on a eu des bateaux qu'est-ce qu'on veut dire, qui ont cassé toute la barge et les panneaux solaires. On a beaucoup de problèmes aussi quand il y a les tempêtes, puisque la barge, en fait, elle est stable, mais ça va tirer sur les câbles. En fait, la maintenance est très, très dure et c'est un petit peu genre toutes les semaines. Parfois, on a 3 semaines tranquilles, oh là, et après, il y a une grosse catastrophe qui se repasse. Donc, en fait, ça a toujours été notre but d'essayer de récupérer l'énergie
l'électricité directement sous l'eau. Et quand on plonge ici ou juste faire du snorkeling, on se rend compte qu'il y a un courant très fort en Indonésie partout. En fait, le fait qu'il y ait 2 océans qui se rencontrent autour de 17 000 îles, il y a un énorme mélange et beaucoup de turbulences qui se créent à chaque fois qu'il y a un chenal entre 2 îles. Et donc, maintenant, on vient de mettre en place un des buts ou un des rêves que je m'étais mis dans la tête quand j'ai commencé à utiliser la technologie Biorock, c'est d'alimenter le récif grâce à une énergie bleue, donc une énergie qui vient de la mer. Donc ça, on vient de le mettre en place avec Aquagen, qui est une start-up qui a fait une turbine rien que pour nous. Et donc voilà, on l'a mise en place juste cette semaine. Et maintenant, on va essayer de voir si ça marche vraiment bien et éventuellement de changer toutes les différentes sources d'alimentation en électricité en passant en énergie renouvelable, en particulier l'énergie qui vient de la mer. Trop cool, on est impatient de voir alors. Est-ce que tu pourrais maintenant nous expliquer l'origine de ton engagement personnel et professionnel ? Je ne sais pas vraiment d'où ça vient, mais au départ, quand j'ai commencé à enseigner la plongée à des gens, j'ai trouvé ça un petit peu répétitif et après je trouvais qu'il n'y avait pas assez de lien à la conservation en fait. Nous, en tant qu'instructeurs de plongée, on gagne notre argent grâce au récif en fait. Les gens ne viendraient pas plonger s'il n'y avait pas de récif puisqu'il n'y aurait pas de poissons. Donc ça, à la base, ça vient de ça, c'est l'envie de give back, de donner en retour en fait au récif, à l'environnement, à l'écosystème marin pour pouvoir vivre. Moi, je ne suis pas juste instructeur de plongée, je suis ingénieur agro à la base, donc juste enseigner la plongée, je me sentais un petit peu limitée. J'ai toujours adoré apprendre, j'ai toujours adoré continuer à apprendre, faire des projets, que ce soit un jardin, là maintenant j'ai un jardin de corail, que ce soit construire quelque chose, essayer d'imaginer comment on pourrait faire mieux pour protéger la planète. Et en fait, je pense que c'est la sensibilité que ma famille m'a donnée aussi à l'environnement. Même si en grandissant dans la région parisienne, j'ai toujours été dans la forêt, on a toujours fait des randonnées, on a toujours eu un jardin, on a toujours eu cet accès à la nature et d'essayer de rendre à la nature en fait. Et donc je pense que ça vient de là. Et après, il y a un projet qui marche, on continue. Voilà. Et même si on a eu beaucoup d'obstacles, après, il y a un truc qui ne marche pas, on apprend la leçon et on change la méthode. Et après, on peut rebondir pour pouvoir continuer à avancer. Et donc, quelles sont les difficultés principales que vous rencontrez, que Gili Ecotrust rencontre ? Les difficultés principales, c'est en général tout ce qui est bureaucratie et administration. Quand on a commencé, en fait, l'île était vraiment calme. Donc le gouvernement n'était pas vraiment concentré sur cette île, puisque ça rapportait pas beaucoup d'argent en taxes en fait. Et au fur et à mesure que l'île s'est développée et que c'est devenu le tourisme de masse, de plus en plus d'impôts qui rentrent, le gouvernement il demande de plus en plus d'autorisations parce qu'ils veulent toujours une petite part du gâteau de tout. Donc ça a été très facile au début, il fallait juste convaincre le chef de l'île qui est un pote, hop, on va faire ça. Et maintenant, c'est beaucoup plus difficile, en fait, au niveau... Et donc, on a ces frustrations comme quoi le gouvernement, il nous met des bâtons dans les roues plutôt que de nous aider à avancer. Donc, c'est de là où les frustrations, le stress vient. Et après, moi, je fonce, en fait. Je suis toujours comme ça. Et souvent, les choses n'avancent pas à la vitesse à laquelle on aimerait. Et du coup, c'est de là d'où vient la plupart du stress et des frustrations ou les burn-out ou les choses comme ça. Quand on voit la montagne de poubelles qu'on a au milieu de l'île et que il n'y a que nous sommes en train de faire quelque chose, c'est vraiment pesant en fait. Est-ce que tu pourrais maintenant nous parler des futures missions de Gili Ecotrust ? Est-ce que vous avez des objectifs à court terme ou à long terme ? Oui, bien sûr, on a le Gili Ecotrust, on a toujours des objectifs, on est toujours en train de réfléchir à de nouveaux projets. Et là, on est avec les Biorock, avec la turbine, donc on va devoir surveiller tout ça, améliorer, rester en contact avec Aquagen pour faire avancer les choses aussi, pour éventuellement l'année prochaine en mettre d'autres en place, parce qu'eux aussi sont super motivés. Surtout qu'en Indonésie, en fait, il y a un énorme potentiel pour eux.
Ensuite, cette année 2023 et 2024, on est dans une de ces années extrêmes où on a El Niño qui vient au mauvais moment. Et donc, on va devoir essayer de donner tout l'amour qu'on peut à nos coraux pour qu'ils survivent, parce qu'on va avoir des hautes températures. En fait, ça s'est passé, c'est toujours là-bas dans les Caraïbes. Là, tous les coraux ont blanchi et commencent à mourir. Mais El Niño, malheureusement, il va autour de toute la planète. Donc, on va avoir ça à gérer tout le début de l'année prochaine. En 2016, ça avait duré jusqu'en juin, donc 6 mois. Donc, on avait perdu beaucoup, en sachant que sur les Bayrock, et les coraux blanchissent mais ne meurent pas. Donc, il va y avoir beaucoup de maintenance et de check à faire, de vérifier que nos Bayrock ils sont toujours bien branchés. Parce que si l'électricité coupe, le corail revient à sa physiologie normale et donc à le risque de mourir du blanchiment. Après, on a tous les projets pour les tortues marines avec ouverture d'un hôpital à tortues, avec nurserie. On a toujours les cliniques pour les chevaux, les cliniques pour les chats. Toujours avoir de plus en plus de volontaires et d'étudiants qui viennent apprendre à propos de la technologie, comment faire les Reef Check Survey, donc surveiller la santé des récifs et faire de la propagation des coraux pour avoir de plus en plus de nurseries, blablabla. Donc on a toujours énormément de projets. Et pour tout ce qui est waste management, on a un partnership avec de Sea Cleaners qui sont français aussi, qui ont ces bateaux qui ramassent les poubelles à la surface de l'océan et un petit peu plus au fond. Et après, ils nous financent en fait et nous aident à mettre en place tout notre centre de tri correctement. Donc après, ça va être tout ce qui est éducation de tous les locaux sur l'île pour que tout le monde puisse séparer leurs poubelles organiques et non organiques pour que nous, ensuite, on puisse recycler, surcycler correctement sans avoir énormément de déchets contaminés. Donc là, tout le début de l'année, ça va être à fond là-dedans, parce que là, on est en train de faire les travaux pour modifier le centre de tri, creuser une piscine à compost, une piscine à un trou pour tout le compost qu'on va faire. Et voilà. Et donc, vous recherchez des bénévoles alors pour l'année 2024 ? On est toujours ouvert aux bénévoles, parce qu'on est, comme je disais, on est toujours là pour recevoir de l'aide et en même temps pouvoir éduquer et avoir de plus en plus d'éco-warriors. Est-ce que tu te sens éco-anxieuse ou est-ce que justement agir, ça te permet de rester optimiste ? En fait, je ne sais pas si je suis éco-anxieuse, je vais expliquer différemment, mais dans mon travail, bien sûr, j'ai eu beaucoup de stress, de frustration, des burn-out, des choses comme ça. Bon, après, tu apprends des leçons. Mais éco-anxieuse, on va dire que oui, si je regarde au niveau global, mais je suis très pessimiste au niveau global, en fait, de la situation de la planète, des océans, des choses comme ça. Mais si je regarde localement, avec toutes les actions que l'on fait et qui ont du succès, je suis optimiste. Donc en fait, c'est un mélange des deux. On va dire que je regarde pas les nouvelles de ce qui se passe dans le monde, parce que sinon ça me déprime en fait. Je préfère me concentrer sur ce qui se passe ici et l'action que je peux avoir localement plutôt que de regarder globalement. Donc après, mon action globale, c'est uniquement l'éducation et tous les gens. Essayer d'avoir que tous les gens soient en contact, qui sont en contact avec moi, puissent apprendre un petit peu de tous les projets qu'on fait et de ce qu'ils vont pouvoir faire de retour à la maison ou en voyage. En fait, c'est plus donner des solutions aux gens qui sont éco-anxieux et qui ne savent pas quoi faire, en fait. Parce que la plupart des gens, ils ont peur du réchauffement planétaire, du changement climatique. Mais après, personne ne leur donne des solutions. Oui. C'est rare, voilà, faire passer le message pour essayer que globalement, je sois moins éco-anxieuse. Super, merci beaucoup Delphine en tout cas pour cette interview. Pour finir, est-ce que tu aurais un livre, un film, un podcast ou quelque chose à conseiller ? J'en ai plein. Ah oui, à conseiller ? Sur Netflix, c'est facile, il y a Seaspiracy et Cowspiracy à regarder, comme ça on change notre alimentation
pour pouvoir aider la planète. Ça, c'est très facile pour chaque individu de pouvoir faire quelque chose pour limiter le méthane dans l'air ou la manière dont on détruit les océans avec la pêche, en fait, qu'on est en train de changer toutes les chaînes alimentaires, en fait, qu'il y a dans l'air. Donc, Cowspiracy, Seaspiracy. Ensuite, sur YouTube, il y a Before the Flood de Leonardo DiCaprio qui regardait un petit peu toutes les solutions qu'on pouvait appliquer pour éviter le réchauffement planétaire. Et ensuite, moi, je dis aux gens juste de toujours chercher à apprendre, à savoir ce qu'ils peuvent faire dans leur environnement local, comment soutenir les producteurs locaux, euh, euh, comment trier correctement, faire son compost, savoir comment gérer leurs déchets, diminuer les déchets, des choses comme ça. Voilà. Super. Eh bien, merci encore Delphine pour ton temps et votre travail est vraiment très inspirant. Merci beaucoup. Merci à vous.